Bonsoir, messieurs, dames. Je vais commencer par vous présenter qui est à cette table. Donc, de ce côté-ci de la table, Stéphane Bonnery. Stéphane Bonnery est professeur en sciences et d'éducation. Il est directeur de la revue La Pensée. Et puis, il est l'auteur d'un ouvrage euh, qui, euh, qui est sorti cet été et qui s'appelle Temps de l'enfant, rythme scolaire, vraies questions et faux débats. Ouvrage qui a donc été édité par la Fondation Gabriel Péry, qui co-organise le webinaire de ce soir avec l'Institut de recherche de la FSU. Aurélie Gagné, qui est la secrétaire générale de la FSU SNUIPP, Benoît Hubert, qui est le secrétaire général du SNEP FSU, le syndicat national de l'éducation physique, et puis Sandrine Charrier, parce que, comme vous le savez, les responsables syndicaux ont des emplois du temps qui, quelquefois, au dernier moment, ne les laissent pas aussi libres qu'ils pensaient l'être. Donc, ce n'est pas Sophie Vénétité, la secrétaire générale du SNES, qui est avec nous ce soir, mais Sandrine Charrier, qui est une secrétaire nationale du SNES. Pourquoi on vous a proposé ce webinaire? Parce que il nous a semblé important d'essayer de creuser une idée assez simple, qui est de penser qu'il était important, nécessaire, de reconquérir du temps scolaire pour apprendre. Quelque chose que tout le monde ne sait pas, en tout cas hors des milieux enseignants, très certainement beaucoup de gens ignorent que depuis un certain nombre d'années, depuis un demi-siècle environ, le temps des apprentissages scolaires a été réduit, fortement réduit par des réformes successives, et Stéphane y reviendra sur ce sujet. Évidemment, c'est quelque chose qui pose problème parce que il n'y a pas besoin d'aller très loin pour comprendre qu'il y a un rapport entre le temps d'apprentissage et l'effectivité de ces apprentissages, la réussite de ces apprentissages. Et c'est donc bien pour ça qu'on a décidé de marquer ce webinaire par une intention très claire, celle de la reconquête du temps scolaire pour apprendre. Et je vais tout de suite donner la parole à Stéphane Bonnery, qui sera le premier intervenant de ce webinaire. Merci de votre attention. Merci, Paul Devet, directeur ou président Président de l'Institut de recherche de la FSU. Voilà. Merci beaucoup. Donc, effectivement, dans le cadre de ce cycle de conférences-débats sur la question du temps de l'enfant, qui s'est inscrit dans le débat lancé par la Convention citoyenne et à propos duquel, effectivement, j'ai rédigé cet ouvrage pour qu'il paraisse à la fin de l'été. Ça rouvre un débat, qui est un vieux débat en France, puisque l'ouvrage le montre, ça fait plus de 50 ans que cette question des rythmes scolaires, des temps de l'enfant, et dans le débat public, revient régulièrement. Mais comme le montre l'ouvrage, c'est à la fois une vraie question, mais qui est systématiquement posée à l'envers, avec des conclusions toutes faites à l'avance, qui ne s'appuient pas sur une diversité de recherches qui existe. Et chaque fois qu'on commence à parler de rythme scolaire, les gouvernants en place, c'est pour amener la conclusion que les élèves fatiguent, comme les élèves fatiguent, comme les élèves ont du mal à se concentrer, notamment quand ils sont de milieu populaire, alors il faut alléger les journées et réduire le temps. Et donc, autant je peux partager le constat que partagent souvent les collègues enseignants, représentants des syndicats vont le dire, mais que des élèves fatiguent, on ne va pas dire le contraire, que des élèves aient du mal à se concentrer, il n'y a pas besoin de creuser longtemps. Au demeurant, la solution qui est proposée, me semble aggraver le problème, je vais y revenir, mais surtout, on ne mesure pas ce qu'elle a produit dans la durée. Et donc, par rapport à 1969, qui était déjà une réforme du temps scolaire sur laquelle je ne vais pas revenir, mais en école primaire, donc sur l'ensemble maternel élémentaire, les élèves de primaire, avec la suppression des samedis matins, ont perdu l'équivalent horaire sur l'ensemble de la scolarité d'une année pleine pour apprendre. Ils ont aussi vu la possibilité d'être scolarisé dès l'âge de 2 ans sacrément se réduire, puisque en 1998, c'est le chiffre le plus ancien que j'ai trouvé fourni par le ministère,
On était à 35% de scolarisation avec un gros effort qui était fait en ZEP. On est à ce jour à peine à 9% et on attend les nouveaux chiffres pour l'année. Euh, Au collège, donc ces suppressions ont lieu dans le courant des années 2000. Au collège, réforme de 2015, suppression en équivalent horaire de la moitié d'une année d'enseignement disciplinaire, même si les élèves restent au collège pour faire d'autres choses. Je pourrais développer sur le lycée parce qu'il y a aussi des répercussions. Évidemment, sur le lycée pro, on ne va même pas en parler parce que là, c'est quasiment une disparition. Donc, les élèves ont moins de temps. De fait, il y a tout un tas de problèmes qui étaient pointés par la Convention citoyenne qui me semblent être des vrais symptômes, mais qui s'expliquent pas entièrement de ce fait, mais quand même en partie du fait de la réduction du temps d'apprentissage. La Convention pointait le syndrome de la boule au ventre, hein, des élèves qui stressent dans leur rapport à l'école. Donc peut-être que ça ne tient pas uniquement à ça, mais en fait, quand on a moins de temps pour apprendre autant de choses, et je le rappelle, dans le premier degré, quand cette réforme a supprimé les samedis matins et massivement les classes de 2 ans, c'est deux choses différentes, mais qui ont été presque synchrones, c'est le moment où on a rajouté des contenus disciplinaires avec l'histoire des arts, avec l'enseignement de l'anglais, avec des éducations à. Donc faire plus de choses en moins de temps, en fait, qu'est-ce qui a détournant à ce que les élèves soient bien plus stressés? La pression sur le temps produit aussi quand même pas mal de choses sur apprendre plus vite en moins de temps. Comment on va pouvoir rationnellement penser que ça favorise l'apprentissage des mêmes contenus de savoir par les élèves de toutes les classes sociales, sachant que quand même la majorité des enfants vivent dans des familles qui n'ont que l'école pour apprendre ce qu'on attend comme type de réflexion spécifique à l'école dans toutes les disciplines. Donc, ça pose des questions sur est-ce qu'il n'y a pas là quand même une cause profonde des inégalités qui se creusent. Peut-être on pourra raffiner selon les degrés d'enseignement et selon les disciplines, mais la pression sur le temps, elle n'est pas que elle n'est pas seulement sur les élèves, elle est aussi sur les enseignants. Et moi, j'y vois deux conséquences que peut-être on pourra discuter, mais un, je trouve que la pression sur le temps, de fait, ça a une conséquence sur le fait que des enseignants qui étaient pas très favorables à certaines méthodes, qui les considèrent comme des applicateurs de certaines pédagogies, euh, plus que comme les concepteurs de leurs pratiques, bah de fait, dans le temps imparti, quand en plus on est super évalué, il me semble que cette pression sur le temps participe à faire céder sur l'imposition de méthodes. En tout cas, ça c'est une hypothèse à vérifier sur laquelle j'ai pas de résultats de recherche, mais j'ai des étudiants qui commencent à travailler dessus et je trouve que ça serait à creuser. Mais aussi, la pression sur le temps, ça se traduit comment? Là encore, autant pour ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des travaux de recherche que j'ai résumés dans le livre, autant pour là, je m'avance moins, mais c'est plus à titre d'hypothèse. Ben, quand les enseignants ont moins de temps avec les élèves, moi, de ce que je vois dans les classes, même si ça resterait à systématiser, ben, ils les font moins passer par l'écrit. On les fait moins passer par l'écrit, ils s'exercent moins, on les corrige moins. Est-ce que vraiment tout ça est sans rapport avec ce que montrent les évaluations nationales sur la baisse du niveau des élèves en rédaction, au-delà des capacités à répondre ponctuellement à une question explicite? Et donc, il me semble que on mesure mal les effets des réformes précédentes qui ont supprimé autant de temps scolaire et de nouveau redire on resupprime du temps parce qu'il y a des élèves qui ont du mal à rester concentrés toute la durée de la journée, c'est long pour eux, etc. Je pense que c'est une fuite en avant qui est assez inquiétante et qui ne tient pas compte des recherches parce que, si je m'en tiens là, parce qu'on avait dit 10 minutes chacun, euh, mériterait quand même qu'on se pose ces questions. Bien sûr, il ne suffit pas de prolonger le temps pour que l'utilisation du temps soit pertinente. Par contre, dans l'autre sens, la conséquence me semble bien plus mécanique. Quand on supprime du temps, ben, il y a des choses qui deviennent impossibles à faire. Et donc ça, quand même, c'est à mesurer. Donc reconquérir du temps scolaire, c'est pour résoudre les problèmes que j'ai évoqués, ben, du temps pour des travaux d'écriture longs, parce que la rédaction, ça se travaille, et on ne peut pas enchaîner vite les moments dans la journée. Avoir du temps pour apprendre, ben c'est quand même être moins sous la pression des évaluations permanentes de la performance à tout prix dans le temps imparti.
Ça permet que on garde des choses ambitieuses, enseignables à tous, parce que sinon les enseignants sont devant un dilemme de est-ce que je fais vraiment tout ce qui est nécessaire pour tout le monde ou je fais ce qui me semble faisable avec ma classe dans le temps imparti vu là où j'enseigne. Donc il y a plein de dilemmes. Et puis j'en terminerai avec le fait que des élèves qui ont du mal à se concentrer, est-ce que c'est pas aussi le symptôme d'élèves qui passent moins de temps à l'école dans le seul lieu où pour la plupart d'entre eux, ils peuvent découvrir une activité intellectuelle bien spécifique qui est de ne pas vivre les situations, mais réfléchir sur les situations qu'on est en train, dans lesquelles on est immergé. Et c'est une activité qui demande une concentration spécifique, aussi bien en éducation physique et sportive qu'en littérature ou en mathématiques. Et donc, voilà, il me semble que même si j'ai été très critique des conclusions imposées d'avance à la Convention citoyenne, ça nous offre une opportunité, avec le dernier mot, qui est pour moi une opportunité historique. Parce que ces réformes de suppression du temps, elles ont été imposées en instrumentalisant un phénomène bien réel, qui était l'augmentation très importante de la natalité de la fin des années 1990 jusqu'à 2011. Et donc, pour supprimer des postes dans le second degré, dans le premier degré avec les classes de 2 ans, et les RASED, etc., euh, l'argument des rythmes scolaires a prévalu, notamment dans le second degré, pour y revenir, pour faire des économies. Là, on a une baisse démographique, il y a deux façons de le prendre. C'est encore l'occasion de supprimer des postes pour des gouvernants, ou au contraire, on se dit, ben, c'est l'occasion de reconquérir du temps pour les élèves, en faisant en sorte que il y ait davantage de temps, qu'on dissocie le temps enseignant et le temps des élèves face à face pour qu'il y ait plus de maîtres que de classe, disait le vieux slogan déjà quand j'étais jeune, et puis ça remonte, je crois, avant que je sois petit, dans le premier degré, mais aussi dans le second degré, pour que les enseignants soient libérés, je ne sais pas, une journée par semaine de la classe dans le premier degré pour suivre des formations, la concertation avec tous les intervenants périscolaires, pour corriger, parce que si on les fait écrire, il faut corriger, en vrai, quand même, il faut appeler les choses par leur nom. Il me semble que là, on a une opportunité historique, sans dépenser plus, vu qu'on a moins d'élèves qui vont arriver, de se dire, là, on a une occasion de tester pendant 5-10 ans, qu'est-ce que ça ferait d'avoir des effectifs moins chargés et davantage de temps pour que les élèves apprennent. Allez. Merci Stéphane. Alors évidemment, comme vous l'avez bien compris, après les interventions, il y aura un temps où on reviendra sur un certain nombre de questions et vous pouvez déjà utiliser ce qui est à votre disposition qui s'appelle Q&R, questions-réponses. Et donc, toutes les questions que vous y poserez seront traitées, seront synthétisées et serviront, si je peux dire, de squelette à la seconde partie de nos échanges. Sandrine, du Oui. côté du SNES, comment on voit cette question de la reconquête du temps scolaire? Alors, je vais peut-être être un peu plus long que Stéphane. Je voudrais d'abord partir de quelques constats au collège comme au lycée concernant le temps des apprentissages scolaires. Pour n'évoquer que la dernière réforme du collège, elle a conduit à une diminution des horaires disciplinaires des élèves. Stéphane en a parlé, avec la mise en place des enseignements pratiques interdisciplinaires, EPI notamment. Puis ensuite, la technologie a été supprimée en classe de 6e. Et depuis de nombreuses années, les dotations horaires attribuées au collège n'ont en fait cessé de diminuer. Les maigres marges horaires permettant des organisations du temps pour que les élèves puissent mieux apprendre, groupes allégés, co-intervention d'enseignants dans les classes ou des options diversifiées, sont en fait très réduits. Les élèves ont besoin de temps pour apprendre et de prises en charge spécifiques. Or, les classes sont toujours plus chargées, jusqu'à 30 en collège et plus de 35 en lycée sans limite supérieure. Au collège, les horaires diminués ont donc contribué à construire un collège inégalitaire. En outre, les programmes scolaires sont très chargés dans la plupart des disciplines, au collège comme au lycée. Concernant le lycée général et technologique, les réformes successives l'ont déstructuré. Avec la suppression des séries, les jeunes choisissent des enseignements, ne sont plus ensemble dans une même classe pour une partie importante de l'horaire, changent de groupe de camarades quasiment à chaque heure de cours. Or, on sait l'importance du collectif de la classe pour apprendre et se construire. Cette organisation génère des emplois du temps infernaux, où il n'est pas rare que les jeunes soient au lycée
de 8 heures à 18 heures, avec des emplois du temps à trous, ce qui est une cause de fatigue évidente. La réforme du lycée a en fait éclaté et étalé les emplois du temps. Pour construire un système scolaire plus égalitaire et des temps scolaires de qualité, pour le SNES-FSU, il faut agir sur plusieurs leviers, des horaires disciplinaires abondés, sur les programmes, sur les dotations horaires et des moyens renforcés, sur la réorganisation du temps scolaire et sur l'accompagnement des jeunes. Pour le SNES-FSU, il faut porter la scolarité obligatoire à 18 ans, avec un second degré repensé pour laisser du temps aux élèves pour apprendre et aux professeurs pour enseigner, avec des équipes pluriprofessionnelles complètes partout, bien évidemment des enseignants et enseignantes, mais aussi des CPE, des AESH, des AED, des assistantes sociales, des infirmières, des psy-EN notamment, et disposer aussi du temps pour la concertation et le suivi des élèves. Une loi de programmation budgétaire et un plan pluriannuel de recrutement sont vraiment indispensables. Alors, en partant de ces constats et de cette réflexion, nous avons continué à réfléchir à justement une autre organisation du temps scolaire qui vise à proposer une nouvelle grille horaire pour le collège, pouvant aller jusqu'à 32 heures maximum. Donc, je vais tenter dans cette deuxième partie d'évoquer cette grille horaire et de vous parler de cette grille horaire pour un collège démocratisant. Alors, on assiste à des attaques sans précédent contre le collège, qui visent à en faire un centre de tri social et une fin de scolarité obligatoire, avec un diplôme national du brevet qui serait érigé en barrage pour entrer au lycée. Mais la mobilisation des personnels a cependant contribué à l'abandon de cette mesure couperet pour le DNB pour l'instant. Cette grille horaire que le SNES propose, nous l'avons conçue comme une alternative pour mobiliser la profession et peser dans d'éventuelles discussions avec le ministère. Nous l'avons travaillé avec les collègues dans les stages. C'est pour nous une grille de combat qui n'est pas figée. Ce projet permet en effet d'incarner nos mandats et de rendre accessible aux adhérents et adhérentes ce que le SNES-FSU porte pour le collège. Pour le SNES, le collège participe à l'unité du second degré et dans l'objectif d'une scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans, il ne doit pas être primarisé, sans toutefois être un petit lycée. Le SNES-FSU réaffirme donc sa volonté d'un collège unique pour la réussite de toutes et tous. C'est pourquoi les enseignements doivent être définis dans une grille horaire disciplinaire avec des professeurs maîtrisant leur discipline et sa didactique. La question suivante, pourquoi augmenter le temps d'enseignement ? Des chercheurs et chercheuses, dont Stéphane Bonnery, montrent que l'école tend à externaliser une grande partie du travail scolaire hors de la classe. Le manque de temps et les conditions de travail et d'études trop dégradées empêchent de mettre en œuvre des programmes pléthoriques dans toutes leurs dimensions, dont l'apprentissage des leçons et les exercices de réflexion. Les devoirs à la maison participent à creuser les inégalités scolaires en fonction du milieu social. Ils sont trop souvent énoncés de façon implicite et d'autre part, seules les familles en connivence avec les attendus de l'école en comprennent les enjeux et la façon de les expliquer aux élèves. De même, le temps périscolaire est source d'inégalités entre les élèves. Certaines familles offrent diverses activités culturelles et sportives, d'autres n'en ont pas les moyens et ou n'en voient pas l'utilité. C'est aussi un temps de marchandisation de l'éducation, puisque des officines privées déploient leurs services de cours particuliers, partiellement défiscalisés. Pour tendre vers un projet de collège démocratisant, il faut donc réduire ces facteurs limitants et agir sur les contenus d'enseignement et les conditions d'études des élèves. Pour nous, toutes les dimensions des programmes doivent pouvoir être travaillées au sein de la classe, sans avoir à en externaliser une partie, comme c'est trop souvent le cas, sous la forme des devoirs à la maison, je viens de le dire. Ces programmes doivent être revus de façon à leur donner une plus grande cohérence horizontale entre les disciplines et verticale d'un niveau à l'autre. Ils ne doivent pas être pléthoriques de façon à permettre à l'ensemble des élèves de les travailler avec la perspective de pouvoir les assimiler. Leurs contenus doivent pour autant rester ambitieux. Cela nécessite des classes aux effectifs drastiquement revus à la baisse,
pour tendre progressivement, si je reprends les mandats du SNES, vers 20 élèves par classe au collège. Par ailleurs, une école inclusive de qualité ne peut être mise en œuvre que dans des classes aux effectifs allégés. Pour travailler cette grille horaire, nous avons acté la nécessité d'augmenter le volume horaire des enseignements obligatoires, notamment pour les disciplines à faible horaire. Actuellement, il y a 5 disciplines où les élèves ont seulement 1 heure ou 1h30 de cours par semaine. Il s'agit aussi de réduire la hiérarchisation des disciplines et d'interroger le rapport des élèves au savoir. Il faut mieux articuler les phases d'apprentissage en classe qui doivent intégrer l'accompagnement et l'aide aux élèves et mettre en place des dédoublements dans toutes les disciplines, au moins sur une partie de l'horaire. Nous avons aussi réfléchi à une autre organisation du temps scolaire pour permettre, par exemple, des séquences d'enseignement au-delà des 55 minutes actuelles dans certaines disciplines, pour permettre aux élèves de s'inscrire dans des activités moins fragmentées, en prenant le temps de s'installer, de débattre, de chercher, de produire, d'approfondir certaines thématiques prévues dans les programmes. Le projet de grille horaire que nous portons à 32 heures hebdomadaires maximum intègre pour chaque discipline des temps en groupe à effectifs réduits et ou un temps d'enseignement augmenté afin de prendre le temps de mettre en œuvre, dans de meilleures conditions, des programmes repensés. Dans ces grilles horaires, les dédoublements sont intégrés car leur financement doit être garanti de façon pérenne. Une alternance de séquences en classe entière et en groupe à effectifs réduits permettrait de varier les situations d'apprentissage pour créer, expérimenter, manipuler, coopérer dans des conditions moins intensives qu'actuellement dans des classes pléthoriques, au fond sonore souvent fatigant, à la fois pour les élèves et pour les professeurs d'ailleurs. Par ailleurs, les conditions d'études, effectifs classe ABC, horaires disciplinaires augmentés, dédoublement, doivent permettre aux professeurs d'étayer les apprentissages des élèves en difficulté au sein de la classe. Par exemple, nous proposons en 6e quelques séquences brèves de remédiation à la main des équipes, centrées sur un point de méthode ou une notion du programme non maîtrisée. Je voudrais maintenant aborder quelques points importants concernant les disciplines pour la construction de cette grille. La restauration de l'enseignement de la technologie en 6e est pour nous un préalable. Nous proposons aussi un horaire augmenté de technologie en classe de 4e afin d'étudier des notions de droit du travail, notamment sur le rôle des syndicats et des temps de régulation pour les professeurs principaux et principales et leurs classes. Le SNES-FSU propose également un enseignement d'information-documentation sur tous les niveaux, accessible à l'ensemble des élèves. Nous proposons aussi un enseignement de langues et cultures de l'Antiquité ouvert à l'ensemble des élèves en 6e et 5e. Ce projet comporte également une option obligatoire de 2 heures hebdomadaires pour les élèves en 3e, qui ne doit pas conditionner l'orientation vers une des voies du lycée, ni créer une ségrégation intra-établissement en permettant des regroupements d'élèves par niveau. La diversification offerte par cette option doit être cadrée de façon concertée en instance départementale ou académique. Nous poursuivons notre travail de réflexion sur cette question qui n'est pas simple. La question se pose également de proposer une option obligatoire pour l'ensemble des élèves dès la 4e, sans créer des filières au sein du collège unique. L'enjeu est aussi de permettre au collège une découverte des 3 voies du lycée qui doit passer par les enseignements. Il s'agit aussi de réaffirmer que la formation artistique et culturelle des jeunes doit être prise en charge par les enseignants et enseignantes, particulièrement celles et ceux des enseignements artistiques, dans le cadre scolaire, sans donner lieu à aucun transfert de charges ou de missions vers les collectivités locales et les associations, ni délégation de la mise en œuvre à des organismes publics ou privés. Concernant cette question du temps scolaire, je voudrais aborder plus spécifiquement la question des enseignements artistiques et plus largement de la formation artistique des jeunes aujourd'hui dans le temps scolaire. Je vais essentiellement axer mon propos sur le collège, puisqu'aujourd'hui, la formation artistique commune à l'ensemble des élèves dans le second degré se situe au collège. Au lycée général et technologique, il n'y a aucune formation artistique obligatoire, ce qui pose de vraies questions de culture commune et de démocratisation. Des options artistiques et des enseignements des spécialités existent dans un petit nombre de lycées généraux et technologiques. Donc, ma dernière partie va porter sur la question des enseignements artistiques. Cette question du temps scolaire percute donc particulièrement les enseignements artistiques. Au collège, on peut dire qu'il y a un empilement des enseignements et des éducations à.
Aucun bilan n'a été réalisé et on peut constater une confusion des genres. Dans le temps scolaire aujourd'hui, au collège, 2 enseignements artistiques sont obligatoires, 1 heure d'art plastique et 1 heure d'éducation musicale. 1 heure par semaine, c'est peu pour installer des apprentissages et des allers-retours entre pratique et culture. Et les collègues ont plus de 500 élèves à prendre en charge chaque semaine. Dans le projet de grille que j'ai évoqué tout à l'heure, le SNES-FSU propose de passer à 1h30 par semaine pour chaque discipline. Il existe aussi un enseignement d'histoire des arts depuis 2018, Paul l'a évoqué, à saupoudrer dans les différentes disciplines, sans aucun horaire supplémentaire attribué. Il peut également être choisi à l'oral du DNB. Il s'ajoute aussi l'éducation artistique et culturelle, censée contribuer à la réussite scolaire et sans aucun horaire dédié. Il existe également des chorales dans près de 90% des collèges et des ateliers d'art plastique menés par des enseignants et enseignantes. Ce millefeuille n'a jamais fait l'objet d'aucun bilan, ni sur le fond, ni sur la forme. Et surtout, avec la mise en avant de plus en plus intensive de l'éducation artistique et culturelle et du parcours d'éducation artistique et culturelle, on assiste à une confusion entre enseignement artistique et éducation artistique et culturelle. Je vais donc faire un petit point sur l'éducation artistique et culturelle. Elle est aujourd'hui obligatoire et censée enrichir tous les enseignements en s'appuyant sur des savoirs, des pratiques, des rencontres avec des œuvres et avec des artistes. Chaque élève est ainsi censé construire son parcours d'éducation artistique personnelle, j'insiste, parcours personnel d'éducation artistique et culturelle. Cette éducation artistique et culturelle se décline en 8 domaines: art visuel et patrimoine, cinéma et audiovisuel, culture scientifique, technique et industrielle, histoire et mémoire, éducation aux médias et à l'information, livre et lecture, musique et spectacle vivant. Toutes les disciplines du second degré sont donc potentiellement concernées par l'éducation artistique et culturelle. Comment s'articule-t-elle avec les enseignements? Les enseignants n'ont aucune indication. Dans quel temps? Il n'y a aucun temps dédié. On peut même lire sur le site du ministère de l'Éducation nationale qu'un des objectifs de l'éducation artistique et culturelle est de développer la pratique artistique dans l'école et en dehors de l'école, et que les enseignements artistiques font partie de l'éducation artistique et culturelle. Tout est renversé en fait. L'éducation artistique est donc censée tout absorber et tout se vaut entre enseignement, parcours et périscolaire. Il y a donc bien une nette volonté politique de diluer les enseignements artistiques obligatoires actuels dans l'éducation artistique et culturelle et d'individualiser la formation artistique des jeunes par le biais du parcours d'éducation artistique et culturelle. L'on voit bien quel intérêt le ministère a d'organiser cette confusion entre enseignement et éducation A. Ainsi, des professeurs de diverses disciplines, arts plastiques, éducation musicale, histoire, français, langue vivante, mathématiques, physique, chimie, SVT, technologie, professeurs documentalistes, et des intervenants et intervenantes extérieures, des artistes, tous et toutes interchangeables, pourraient, au gré des contextes et ressources locales, faire de l'éducation artistique et culturelle et être aussi en capacité d'effectuer des remplacements à l'interne dans les établissements scolaires. Une aubaine pour le ministère. Rappelons-nous aussi du 2S2C, sport, santé, culture, civisme, que le ministère avait commencé de mettre en place après le confinement, avec des structures extérieures à l'école. Il s'agissait alors d'un dispositif transitoire permettant d'aider les collectivités territoriales à accueillir les élèves. En fonction des territoires, des propositions des équipes pédagogiques, des intervenants locaux ou des artistes disponibles, l'offre d'éducation artistique et culturelle serait ainsi fort différente d'un établissement à un autre, d'un territoire à un autre. La formation artistique serait individuelle, au gré des projets locaux, avec un risque évident d'externalisation de cette formation artistique. Or, pour lutter contre les inégalités sociales et scolaires, c'est bien une culture commune émancipatrice qu'il faut offrir aux élèves, notamment par le biais d'enseignements obligatoires sur le temps scolaire. Je voulais terminer sur les propositions inquiétantes issues de la Convention citoyenne. Avec la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant voulue par le président de la République et dont le rapport a été publié fin novembre, les enseignements artistiques figureraient-ils dans la semaine des élèves? Ferait-il partie des enseignements qualifiés de pratiques l'après-midi ou des activités envisagées en fin d'après-midi après l'école? Si les enseignements artistiques étaient cantonnés seulement à des pratiques, c'est tout le sens des enseignements artistiques que l'on perdrait,
puisqu'ils permettent, en classe, à partir des pratiques artistiques, de faire accéder les élèves à la culture. Toute discipline scolaire nécessite en effet des allers-retours entre théorie et pratique pour donner du sens aux apprentissages et permet de construire des savoirs et savoir-faire. Si les enseignements artistiques étaient remplacés par des activités artistiques en fin d'après-midi, on assisterait alors à une déscolarisation de ces enseignements pour multiplier, après l'école, les activités artistiques et culturelles variées et pour beaucoup payantes. Les élèves ne pourraient de toute façon pas toutes et tous accéder à ces structures, qu'elles soient à but lucratif ou non, ce qui ne pourrait que renforcer les inégalités. En particulier dans le contexte des difficultés budgétaires que connaissent les collectivités territoriales, on assisterait à une différenciation de l'offre en fonction de l'origine sociale des élèves et des territoires. Donc les enjeux sont importants, il est donc bien temps de reconquérir le temps scolaire. Merci Sandrine. Alors, de la même manière que la question, comme tu viens de nous montrer, se pose de façon particulièrement aiguë sur les enseignements artistiques, elle se pose évidemment aussi de façon aiguë sur l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Et c'est pourquoi nous t'avons invité à venir ce soir. Stéphane parlait d'opportunités. Effectivement, je pense que la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant nous offre l'opportunité de retravailler ces questions d'un projet d'école. Projet d'école intimement lié, bien sûr, à un projet de société qu'on voudrait porter. Et donc, c'est une question politique majeure. Et donc là, on a effectivement à travailler pour essayer de reconstruire quelque chose qui ait du sens. Parce que les symptômes dont tu parlais, Stéphane, fatigue, concentration, ce sont des symptômes bien connus dans l'éducation nationale, certes, mais qui dépassent largement aussi l'éducation nationale. Ce sont des symptômes sociétaux, je dirais, pour le coup, qui sont liés à des habitudes ou à des pratiques des jeunes. Actuellement, je pense aux réseaux sociaux, notamment au fait qu'ils en consomment jusqu'à 4 heures du matin et qu'ils arrivent fatigués à l'école. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est à l'école de s'adapter aux habitudes de fonctionnement des élèves, tel qu'on peut le ressentir à la lecture de la Convention parfois quand même, ou est-ce que l'école doit au contraire prendre le chemin inverse et former les jeunes à s'intégrer dans une société qui n'est pas celle-ci, à s'intégrer dans cette société pour y agir, s'y développer, voire même je peux l'enlever, voire même la transformer si nécessaire. Donc on a un projet politique à construire qui de mon point de vue, est phénoménal, et il faut vraiment qu'on s'y mette, et c'est effectivement une opportunité majeure. La question qui est posée, et qui n'est pas posée par la Convention, par contre, me semble-t-il en tout cas, c'est qu'est-ce qu'il y a à apprendre à l'école? Voilà, pourquoi une école? À quoi elle sert? Qu'est-ce qu'il y a à y apprendre? Et cette question-là, elle est pas posée. C'est la question que tu as évoquée en parlant de la culture commune émancipatrice, que nous, on essaye de développer par ailleurs. Mais à un moment donné, il va falloir mettre tout ça en synergie pour essayer de construire un projet qui tienne vraiment la barre, quoi, qui tienne un peu la route. Une fois que j'ai dit ça, ce qu'on voit dans les différentes phases qu'il y a eu parce qu'effectivement, ça fait 50 ans qu'on en discute de ces fameux rythmes scolaires, c'est que la problématique, le danger, ils sont toujours les mêmes, en fait. C'est une diminution du temps scolaire, avec, en contrepartie, dans le cadre d'une pseudo-complémentarité, le développement du périscolaire. Donc, en fait, on veut faire rentrer des associations, des clubs, au sein de l'école pour faire parfois même ce que les profs font, parfois même. Je pense à l'éducation physique et sportive pour le coup. Voilà, donc c'est diminuer le temps scolaire, purement scolaire, pour augmenter le temps périscolaire. C'est d'ailleurs ce qui avait été porté, vous vous souvenez, les orphelins de 16 heures, sous Sarkozy, qui est revenu un petit peu ces derniers temps sous une autre forme, mais c'était exactement la même chose. Quand on nous disait, je sais plus, c'était Attal, peut-être bien, voilà, qui disait que bon, son gamin, il avait plus rien à faire après 16 heures, qu'il fallait développer le temps périscolaire. C'était exactement la même problématique. Pour nous, le danger, il est constant et il existe de bien avant le 2S2C. Moi, la première attaque qu'on a pu avoir sur l'éducation physique et sportive, c'était les contrats bleus en 1987. Et depuis tous les ans, quasiment, on a eu un nouveau dispositif qui a tenté l'intégration, je veux dire, dans l'école de clubs et d'associations. Pour l'instant, on a toujours réussi à enrayer le dispositif, mais c'est parce que voilà, la corporation est ainsi faite qu'au moins on arrive à résister là-dessus. Mais pour autant, ça n'arrête pas, ça revient sans arrêt. Pour en donner quelques-uns, on a eu les aménagements des rythmes de l'enfant, on a eu les contrats d'aménagement du temps de l'enfant, on a eu les contrats villes, on a eu, enfin, moi, je vous en passe parce qu'il y en a une liste exhaustive. Et donc voilà, ces attaques, elles sont récurrentes et avec une
un autre prisme actuellement, c'est le prisme santé, qui vient sur l'éducation physique et sportive. Voilà, les profs d'éducation physique et sportive, maintenant, ont comme mission de développer la condition physique des jeunes. Vous avez vu que maintenant, ils veulent faire des tests de condition physique en sixième pour évaluer ce qu'on sait déjà par ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une baisse de la condition physique, mais ça, on le sait depuis 30 ans quasiment. Et donc, on est en train de faire dévier notre enseignement. On n'est plus là pour faire acquérir des savoirs aux jeunes pour qu'ils puissent s'entretenir et avoir une condition physique, travailler presque par eux-mêmes, je veux dire à l'extérieur, avec les savoirs suffisants qui leur ont été enseignés en EPS. On est là pour développer les conditions physiques des jeunes au sein de l'école. Vous voyez bien qu'en 2 heures en lycée ou en 3 heures en collège, ça, enfin, c'est du foutage de gueule. Je le dis comme je le pense, c'est du foutage de gueule. Et donc voilà, on est perçu sur ce prisme santé, ou alors on est perçu comme des fouloirs, on parlait tout à l'heure, ou alors on est perçu aussi comme un supplément d'âme, simplement. On est là parce que ben, ça fait du bien aux jeunes de bouger de temps en temps, parce que le corps, c'est quand même le grand oublié de l'éducation nationale de manière générale. Et je parle pas forcément que en éducation physique, hein, le théâtre, le machin, tout ça, le corps, on n'en parle jamais. Les enseignements artistiques, voilà. Mais derrière ça, ça renvoie sur la question des fameux fondamentaux. Français, maths, pour résumer à grands traits, histoire du haut de temps en temps. Tout le reste, si ceux-là sont fondamentaux, le reste est accessoire. Donc évidemment, si on veut développer un peu un autre projet d'école, il faut vraiment qu'on revienne sur ces notions-là. Après, je suis complètement d'accord sur le temps d'exposition au savoir. Plus il y a temps d'exposition au savoir des jeunes, plus on réussira à travailler un petit peu, à réduire les inégalités scolaires qui sont fortement corrélées, bien sûr, aux inégalités sociales. On le sait tous. Et travailler sur l'ennui, comme on entend parler, c'est aussi avoir peut-être un autre système de découpage horaire. Voilà. Avoir des temps forts avec des temps longs, avoir des temps plus courts. Essayer d'organiser autre chose un petit peu dans cette problématique-là. Nous, on développe 4 heures en EPS, hein, sur toute la scolarité, parce qu'au moins 4 heures, c'est 2 séquences hebdomadaires, et ça permet au moins une rythmicité qu'on n'a pas actuellement, parce qu'en collège, c'est soit 2 heures, 1 heure. En 1 heure, le temps qui se change, je n'en parle pas, c'est rien du tout. Soit on fait 4 heures un semestre et 2 heures l'autre semestre. Enfin, ça n'a pas de sens. Honnêtement, à un moment donné, il faut essayer d'avoir une rythmicité si on veut qui crée un habitus de pratique qui permette à l'extérieur de continuer à travailler sur une pratique physique, quelle qu'elle soit, quoi. Je veux dire, voilà. Ce qu'il va falloir arriver à faire à un moment donné, un jour, peut-être, c'est faire sortir de la tête de nos dirigeants, de nos politiques, cette question du dualisme cartésien qui pèse encore, mine de rien, entre le corps et l'esprit, comme s'il y avait dissociation entre les deux, alors qu'on sait maintenant depuis très longtemps que ça marche pas comme ça vraiment, et pour montrer que toute discipline a sa place à l'école, mais il faut réfléchir à quelle discipline, quelle place, sur quel contenu, parce que la question qui se pose actuellement, bon, on est encore en train de travailler sur les programmes, on n'arrête pas de travailler sur les programmes, toujours on travaille sur les programmes, mais quel que soit le temps scolaire, il y a une décorrélation entre ce temps scolaire, qui diminue par ailleurs, et la construction des programmes. Sur les programmes sont dithyrambiques, avec une compression du temps scolaire, ce qui fait que de toute façon, on arrive, c'est impossible, et pour l'élève et pour le prof, avec en complément, bien sûr, une pression évaluative qui est de plus en plus forte, qui fait que bah séquence de 55 minutes, devoir derrière, enfin c'est insurmontable et pour le prof et pour l'élève. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrive à revoir tout ça. Je pense, c'est pas forcément en interdisant le portable au lycée qu'on va réussir à avancer les choses. Ça peut, on verra, mais bon, la taille des classes effectivement est importante. La question de l'inclusion est importante. Parce que la question de l'inclusion, l'accueil des élèves en situation de handicap dans une discipline comme la nôtre, sans accompagnement. Vous voyez bien ce que ça fait dans une classe de 30 à 36 élèves avec des élèves porteurs de handicap. Eh ben, soit on met en l'air la moitié de la classe, enfin, il y a toujours une partie qui... Donc, l'importance des savoirs, c'est ça qu'il faut qu'on remette au cœur, les savoirs et le temps d'exposition au savoir. Moi, j'irai pas plus loin. Aurélie, donc Aurélie, à l'école maternelle et élémentaire, bah, évidemment, c'est une question qui a une dimension forcément particulière, du fait tout d'abord de l'âge des enfants, du fait aussi de la polyvalence de l'enseignant. Ça donne une dimension particulière à cette question des rythmes. Et puis le premier, à cette question du temps scolaire, qui d'ailleurs, dans le premier degré, a souvent été omnibulé par la seule entrée des rythmes. Exactement. Le temps de l'enfant, les rythmes scolaires.
Ce sont des sujets qui nous animent régulièrement, qui nous ont particulièrement animés ces 20 dernières années, avec des réformes successives qui ont parfois fissuré plus ou moins fortement le monde enseignant, voire le monde éducatif dans son ensemble. Et je pense, quand je dis monde éducatif dans son ensemble, je pense particulièrement au lien entre l'éducation nationale et puis les associations d'éducation populaire. Alors, ce lien qu'on essaie de renouer ces derniers temps, mais j'y reviendrai plus tard. Les quelques réformes marquantes, on peut parler de 2008. 2008, l'instauration de la semaine de 4 jours sous l'égide de Xavier Darcos, donc qui abaisse la durée de la semaine scolaire à 24 heures. Très rapidement, on s'est aperçu que c'était très loin d'être satisfaisant. Stéphane en a pas mal parlé. 4 jours, on court après le temps, on a plus d'enseignement dans un temps réduit. Les enfants sont fatigués. Et même si, clairement, on a gagné, entre guillemets, notre samedi matin, condenser sur 4 jours, c'est pas évident. Voilà, ça c'est 2008. 2013, réforme Payon, qui prévoit un retour à la semaine de 4 jours et demi. Donc l'objectif, c'est étaler les apprentissages dits fondamentaux sur 5 matinées au lieu de 4. Alors cette réforme, elle prévoit la mise en place d'activités périscolaires, particulièrement sportives, culturelles, artistiques, sur le temps dégagé sur l'après-midi, temps qu'on appelait les TAP, et puis après les nappes. Et donc, ces temps qui sont à la charge des municipalités. Et si on fait un petit focus sur ces temps d'activité périscolaire, organisés dans un cadre d'un PEDT, un projet éducatif territorial, qui associe la collectivité territoriale à tous les acteurs et actrices du temps de l'enfant, on a très rapidement vu s'installer des disparités assez fortes entre les territoires. Pourquoi ces disparités? Différence de moyens financiers. Les communes ne sont pas toutes logées à la même enseigne en termes budgétaires. Volonté politique, ça on peut le dire clairement aussi. On a eu des municipalités qui clairement ont mis le paquet sur les activités périscolaires, sur le contenu de ces activités, et puis d'autres qui n'ont pas eu cette même ambition. Et puis parfois des paramètres extérieurs comme tout simplement les ressources humaines locales. Si vous prenez un territoire rural, eh bien trouvez sur plusieurs écoles des animateurs et animatrices libres à 15 heures le jeudi, eh ben, on n'en trouve pas pléthore. Voilà. Ça peut être aussi parfois dans ces mêmes espaces ruraux des problèmes liés, ou en tout cas des problématiques liées au transport scolaire. Il fallait s'adapter, il fallait adapter les horaires de l'école au transport scolaire, transporteur scolaire qui lui devait s'occuper du transport en primaire, puis après enchaîner avec le secondaire. Donc on voit que très rapidement des disparités se créent, des inégalités territoriales se créent, quand bien même elles existaient déjà, mais en tout cas elles se sont intensifiées. Inégalités territoriales, inégalités parfois sociales et territoriales qui se sont développées sur ces temps périscolaires. Donc tout ça nous amène à 2017, parce que cette réforme Payon, elle était largement insatisfaisante, et de nombreuses mairies font part de leurs difficultés à financer cette fameuse semaine de 4 jours et demi, donc avec des difficultés liées au coût des activités périscolaires, le transport, et puis tout ce dont je viens de parler. Malgré le fait qu'un fonds de soutien avait été créé en 2015, le fonds de soutien au développement des activités périscolaires pour épauler les municipalités dans l'organisation. Fonds qui a d'ailleurs été supprimé à la rentrée 2025. Donc en 2017, un décret est publié, et ce décret, il permet aux communes de revenir sous forme de régime dérogatoire à la semaine de 4 jours. Et donc dès la rentrée 2018, c'est une grande majorité de communes qui se saisit de ce décret et qui demande à revenir à 4 jours. On a malgré tout quelques communes notables, alors notables en termes de taille, qui maintiennent leur rythme de 4 jours et demi parce que volonté politique, parce que gros travail en amont pour mettre en place des activités qui ont essayé d'être de qualité. On peut citer par exemple Dijon, Toulouse, Nantes, Lille ou encore Paris, bien évidemment. Le fait est, c'est que quand en 2025 ce fonds d'aide aux activités territoriales est supprimé, on comptait encore 1200 communes qui fonctionnaient avec la semaine de 4 jours et demi, donc ce qui concerne environ 600 000 élèves. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces réformes? Sur le fond, effectivement, travailler sur 4 jours, on voit qu'on court après le temps. C'est pas la panacée. Mais
Étaler sur 4 jours et demi et essayer de calquer sur des modèles anglo-saxons particulièrement, ça nécessite une réforme beaucoup plus globale parce que qu'est-ce qu'on a constaté? Alors, on a constaté des activités périscolaires inégales, mais on a aussi constaté que les parents qui travaillent, eh bien, leur horaire de travail n'avait pas changé. Ils finissaient toujours à la même heure. Donc, on avait des élèves qui passaient autant de temps, alors peut-être pas à l'école avec leurs enseignants ou enseignantes, mais qui passaient autant de temps dans les bâtiments, soit écoles ou en tout cas communaux ou intercommunaux, avec soit leur enseignante, soit un animateur ou une animatrice qui leur disait quoi faire, comment et quand le faire. Parler de l'école, du temps de l'école, ou en tout cas du temps de l'enfant à travers les structures scolaires et périscolaires, ça ne suffit pas. Il faut parler société, il faut parler du monde des adultes aussi. Voilà, on voit que bon, ces réformes, c'était loin d'être satisfaisant. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait aussi on est arrivé à tous ces changements et qu'est-ce qui fait aussi, collègues camarades en ont parlé un peu, donc il n'y a pas très longtemps, hein, on a eu cette convention citoyenne qui a travaillé sur le temps de l'enfant et qui a rendu des conclusions. Et parmi ces conclusions, il y a effectivement le serpent de mer et les rythmes scolaires. Revenir à un étalage, un étalement sur des temps scolaires sur 5 jours. Sauf que là, on n'est plus dans l'entre-deux au niveau de la profession. Les enseignants et enseignantes nous ont fait savoir très clairement qu'un retour à 4 jours et demi ou 5 jours, c'est inenvisageable. Parce qu'effectivement, on ne peut pas parler école sans parler des adultes qui participent à l'école. Et quand je dis les adultes, eh bien, ce sont principalement les enseignants et enseignantes qui ont vécu ces différents rythmes et qui, à l'heure actuelle, quand ces mêmes enseignants et enseignantes lisent les conclusions de la convention, nous disent non, c'est inenvisageable. Alors pourquoi c'est inenvisageable? C'est pas purement de l'égoïsme ou de l'égocentrisme. Enfin, ajouter un temps de présence, un 5e temps de présence sur la semaine, ça s'accompagne pas seulement d'un étalement des horaires scolaires, ça s'accompagne d'un temps de travail invisible. Parce que, évidemment, quand on est à l'école, on fait classe, mais on est aussi, on voit aussi nos familles, les familles de nos classes, et on a des temps informels de rendez-vous, de discussion, donc ça rajoute du temps de travail. Mais c'est pas la seule chose. Il faut pas, il en a été question un petit peu, on ne peut pas parler uniquement du temps de l'enfant ou du temps de l'école ou du temps scolaire, extrascolaire. Il faut parler de qu'est-ce qui se passe à l'école. Et les difficultés de l'école, elles n'ont cessé de s'intensifier depuis 20 ans, avec notamment, mais pas que, hein, la mise en œuvre de l'école inclusive. L'école inclusive, c'est très bien, c'est une bonne chose. Il faut que chaque élève puisse avoir la possibilité d'être scolarisé dans son école de secteur. Ce grand projet de l'école inclusive, on y adhère. Mais par contre, en parallèle, on a vu les moyens pour mener à bien cette école se réduire. On a vu la diminution drastique des postes de RASED. Les RASED, maintenant, les jeunes enseignants ou enseignantes ne savent à peine ce que c'est. Un maître G. Un maître G, quand on dit ça, donc un enseignant hein, qui travaille, qui apporte une aide au niveau du comportement, au niveau du corps. Hein. Les jeunes enseignants et enseignantes savent à peine ce que c'est un maître G. Eh bien, il y a 20 ans, un RASED complet, c'était des maîtres E, maîtresses E, des maîtres G, maîtresses G, c'était des psychologues scolaires. Donc, on a vu tous ces postes-là être réduits drastiquement. On a vu une autre diminution drastique et dramatique, c'est la formation continue des enseignants. Et on a vu, parallèlement à tout ça, la réduction du nombre de places dans les établissements spécialisés. Parce que l'école inclusive, ça se réalise aussi. Ça ne se réalise pas qu'à l'école ordinaire, il faut aussi des places dans les établissements spécialisés. Donc tout ça, toute cette réduction forte de moyens, eh bien, elle a malheureusement grandi en même temps que l'école inclusive a grandi, ce qui est complètement contradictoire. Mais toujours est-il que l'enseignant, le métier d'enseignant, c'est un métier qui souffre. C'est un métier qui manque d'attractivité. Si on ajoute à cela la réforme des retraites, où il faut travailler plus longtemps, on a une profession qui se dit, qui se sent de manière globale épuisée et qui nous le fait savoir. Donc ça, quand on parle temps scolaire, quand on parle temps de l'enfant, on ne peut pas le déconnecter du temps adulte. C'est inhérent. On ne fait pas l'école sans les adultes. Donc il faut une réflexion de tout ça. Alors, nous, à la FSUS du PP, on y réfléchit bien évidemment, et cette réflexion, elle ne date pas d'hier. Hein. Là, actuellement, donc le temps d'enseignement, juste pour remettre un petit peu le cadre actuel, hein, il est de 24 heures hebdomadaires.
Ça, c'est le temps qu'un enseignant ou une enseignante passe avec ses élèves. Et puis, à ces 24 heures hebdomadaires s'ajoutent 108 heures annuelles qui sont largement dépassées. Mais sur ces 108 heures, on a des réunions avec les familles, nous avons des conseils d'école, nous avons des conseils de maîtres aussi, hein, il y a tout un volant de réunions. Et puis, nous avons également 36 heures d'activités pédagogiques complémentaires, 36 heures par an, donc avec des élèves qui sont ciblés, entre guillemets, hein, en tout cas pour lesquels on propose quelque chose de spécifique. Les enseignants et enseignantes estiment entre le temps d'enseignement qu'ils dispensent et le temps de préparation, il et elle estiment ce temps-là en moyenne à 41 heures hebdomadaires. Maintenant, quand on a dit tout ça, on ne peut pas en rester à ce constat-là, bien évidemment, hein, parce qu'à la FSU SNUPP et à la FSU en général, on a des mandats pour lutter contre les inégalités. Et quand on parle école, évidemment, on lutte contre on a ce mandat très très fort qui est le nôtre de lutter contre les inégalités scolaires qui sont trop souvent liées aux inégalités sociales. Et on voit très bien que les écarts ne se réduisent pas. Les études le montrent. Les écarts sont toujours les mêmes et malgré les dispositifs formidables que les gouvernements successifs mettent en place, les inégalités sont les mêmes. Donc sans doute que les problèmes sont ailleurs que dans les évaluations qu'on nous impose de plus en plus, ailleurs que dans les programmes centrés uniquement sur les fondamentaux. Et dans cette réflexion globale que nous avons de lutte contre les inégalités scolaires, pour nous, il n'est absolument pas question de mettre en concurrence l'élève et l'enseignante. C'est important, c'est primordial de réfléchir à l'organisation de l'école avec un grand E. Il est plus que temps, en fait, de travailler sur la dissociation du temps élève de celui de l'enseignante. J'ai dit, les personnels font face à des conditions de travail qui sont désastreuses, des politiques éducatives qui mènent à l'épuisement. On est assommé par des évaluations, on a de moins en moins de marge de manœuvre sur notre métier. Donc il est temps que nous puissions reprendre la main sur notre métier, que nous puissions redonner du sens à notre métier, que nous puissions travailler collectivement, que nous puissions retrouver du temps. Et ce temps, alors pour nous, pour exercer notre métier, il est nécessaire, mais il sera aussi au service des élèves, au service de la qualité de l'enseignement que nous pourrons rendre. Et donc pour nous, il est temps je le disais, hein, de dissocier le temps élève du temps adulte, du temps enseignant. C'est pourquoi nous, un de nos mandats que nous portons plus que jamais, c'est de réduire le temps enseignant à 18 heures et puis d'avoir 3 heures réservées à la prise en main du métier, à le travail entre pairs dans une école, le travail sous forme de projet, la prise en main réelle, la reprise en main de notre métier. Et donc pour cela, bien évidemment, il faut des postes. Donc ça, c'est ce qu'on réclame, la création massive de postes de plus de maîtres que de classes, qui permettrait d'aller vers cette modification du temps de travail, sans pour autant réduire le temps élève. Hein, ça, on y tient particulièrement. Et effectivement, ça a été dit, on est dans un contexte de baisse démographique. Pour nous, je dirais, c'est l'occasion. Alors, c'est pas un bon terme, hein, mais c'est le moment de se saisir de ce fait, de cet événement, pour à minima maintenir le même nombre de postes et ainsi réduire le nombre d'élèves par classe, ce qui permettra aussi de redonner du souffle à l'enseignante dans sa classe. Mais c'est aussi l'occasion, à certains moments, être un minimum même nombre de postes, mais nous, on va même plus loin, c'est remettre des postes supplémentaires pour, je le disais, hein, reconstituer des RASED et puis aussi faire vivre cette déconnexion, en tout cas repenser l'école et permettre une déconnexion temps élève du temps adulte. L'école, ça a été dit aussi, il faut qu'elle retrouve son rôle émancipateur. Il faut qu'elle réussisse à réduire les écarts entre les élèves des milieux sociaux favorisés et les élèves des milieux sociaux défavorisés. Il faut réussir à rompre avec les déterminismes sociaux. Et pour cela, il n'y a pas de mystère. Il faut un budget à la hauteur des enjeux, et il faut que l'école redevienne une priorité. Il ne suffit pas de balancer des paroles en l'air, il faut réellement que l'école soit au cœur des priorités. Et ça, c'est aussi une des remarques des citoyens et citoyennes de la Convention qui ont travaillé sur les temps de l'enfant. C'est quelque chose qui revient dans leur conclusion, c'est la nécessité d'avoir un budget à la hauteur et puis de remettre vraiment l'école au cœur, au centre des priorités du pays. Merci. Alors, on va passer à la phase des questions. Donc, en essayant de reprendre parmi les nombreuses questions que vous avez envoyées, on va essayer de faire le tour de tout ça.
Alors, ce que je propose à chaque fois, c'est de m'adresser à l'un d'entre vous, mais ça n'empêche pas évidemment que ensuite quelqu'un d'autre puisse prendre la parole à sa suite. Donc, commençons avec toi, Stéphane. En fait, bien sûr, il échappe à personne que la réduction du temps scolaire, c'est évidemment une mesure de réduction de la dépense. C'est un des aspects des choses. Mais si on regarde ce qu'elle produit, cette mesure, derrière ses effets budgétaires, est-ce que quand même, c'est pas quelque chose qui, en fait, dans le fond, porte une transformation fondamentale de la conception même des apprentissages, de la vision même des apprentissages? Je propose de l'interroger au travers de deux choses précises. Avoir moins de temps, c'est forcément se centrer sur les fondamentaux. Surtout quand par derrière, il y a un discours ministériel qui est un discours, y compris par le biais des évaluations, qui vient faire le forcing là-dessus. C'est se centrer sur les fondamentaux et donc c'est forcément hiérarchiser les disciplines. Et puis, l'autre effet aussi, qui a à voir avec les apprentissages, c'est qu'en fait, si on n'a pas le temps, la première chose qu'on va abandonner, c'est l'attention aux difficultés des élèves. Parce qu'on sait très bien que répondre aux difficultés des élèves, c'est quelque chose qui est très, très coûteux en temps. Parce que ça demande souvent, justement, d'essayer une chose, puis d'en essayer une autre, etc. Il n'y a rien qui s'inscrit facilement dans un protocole prévu à l'avance. Donc, est-ce que tu peux essayer de nous dire comment, en fait, derrière cette question de la réduction du temps, il y a aussi quand même un véritable projet de transformation du rôle même de l'école au travers de ces évolutions qu'on fait forcément porter à la nature même des apprentissages. Alors, effectivement, et j'ajouterai un troisième aspect qui va dans le même sens, c'est que chaque fois qu'on a diminué le temps scolaire, eh bien, on a assisté systématiquement à une augmentation de l'évitement de l'école publique pour aller dans le privé, puisque l'école privée dont les profs sont financés par l'État, dont le fonctionnement est financé par les collectivités et dont ce que payent les parents ne finance que les à côté, le périscolaire, ben en fait, les parents financent juste le temps qui a été supprimé. Et donc, peut-être qu'il y a à s'interroger si le fait que le président de la République et ses successifs ministres qui mettent tous leurs enfants dans le privé et qui sont des partisans du privé n'a pas lancé ce débat-là au moment de la baisse démographique, quand le privé avait besoin d'un coup de pouce pour maintenir les effectifs élèves afin de ne pas avoir à procéder à un plan social de licenciement. Mais donc, j'en reviens à ta question, qui est plus sur le plan pédagogique. Et effectivement, imposer les fondamentaux, au sens de imposer que certaines disciplines, et en fait, c'est pas que certaines disciplines, c'est imposer certains aspects dans ces disciplines, parce que du coup, on sacrifie la littérature en français quand même. Enfin, voilà, c'est pas qu'une discipline contre une autre, c'est y compris le contenu. Et en histoire, je sais pas s'ils veulent supprimer l'histoire, mais en tout cas, ils veulent supprimer une histoire qui questionne, qui interroge. Et donc, c'est faire retenir ce qu'on veut qu'ils retiennent et arrêter qu'ils se posent des questions. Et regardons ce qui s'est fait à l'étranger. Bien plus tôt que nous, les États-Unis, depuis Reagan, ont mené cette politique de l'école publique réduite au minimum en temps et donc en contenu. Ben, 30 ans plus tard, c'est pas beau le résultat là-bas quand même. Hein, des citoyens qui se posent pas trop de questions et qui ont que des certitudes à minima. Donc, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Parce que diminuer des disciplines, c'est diminuer donc la culture que l'on transmet en commun à tous les futurs citoyens. Or, il y a quand même un constat transpartisan pour dire que notre pays souffre quand même d'un certain éclatement du vivre ensemble et qu'il y a besoin de faire cohésion. Et donc, l'école, elle a plein de défauts, je crois qu'on va être vite d'accord pour dire qu'elle est améliorée. Mais c'est quand même le moins mauvais outil qu'on a pour créer du commun parmi les futurs citoyens et travailleurs de ce pays. Donc, il y a quand même quelque chose de totalement incohérent à dire notre pays n'a pas assez de commun, donc on réduit le temps dont on dispose avec les élèves pour créer du commun. Enfin, quand même, c'est un tour de passe-passe formidable qui tente d'opérer. Et sur le deuxième point, qui est finalement le renoncement à l'égalité, parce qu'en fait c'est de ça dont il s'agit, hein, c'est se dire, avec le budget imparti, à quels élèves on peut enseigner quoi. Au fond, c'est imposer cette mécanique de pensée dans la tête des enseignants.
Et je suis pas loin de penser que en 2007-2008, on a augmenté le nombre de disciplines dans le premier degré, deux, on a supprimé du temps. Il y a quelqu'un qui avait calculé que les enseignants seraient obligés de choisir pour qui je travaille dans ma classe, que pour la tête de classe ou pour tout le monde. Donc, évidemment, ça n'a jamais été dit. Si personne l'a pensé, peut-être tant mieux, mais n'empêche que les effets sont là. Il y a des enseignants qui avaient envie de conduire toute la classe, mais qui ont senti leur métier empêché. Et dans le recueil de textes, c'est Lucien Sèvres qui dit, mais en fait, le métier d'enseignant est un métier empêché. Ça date de 89. Hein, donc, voilà. Donc, je pense que aujourd'hui, le constat est encore pire. Et donc, je pense que on a besoin de maintenir la réflexion sur les politiques éducatives très en lien avec la réflexion sur quelle pédagogie et quel contenu, parce que les dissocier, ces points-là, nous amènent à avoir des points aveugles sur le rôle de l'école dans la formation des citoyens. Alors, en lien avec cette question, tu as beaucoup insisté, Sandrine, sur la nécessité de réquestionner ce qu'est la nature particulière d'un enseignement et ce qui fait la nature particulière de ces enjeux. Est-ce que tu peux redévelopper un peu cette question-là, revenir un peu sur cette question-là, notamment pour expliquer pourquoi on n'accepte pas de considérer que tout se vaut et qu'il ne s'agit évidemment pas de mépriser ce qui n'est pas scolaire. Il ne s'agit évidemment pas de considérer que ce qui n'est pas scolaire est moins intéressant et ni de tenir un discours de méprise sur l'éducation populaire ou sur le travail associatif. Mais qu'est-ce qui fait en fait que, en définitive, là encore, en lien avec cette question de la démocratisation et de l'égalité, la dilution des enseignements dans une espèce d'enjeu éducatif très global, je dirais assez mou, entre guillemets, dans la façon avec laquelle il est pensé, est-ce que là encore, c'est pas une manière, encore une fois, de créer des écarts encore plus importants dans l'accès au savoir des élèves? Ben, complètement raison. C'est ce que j'ai essayé de dire sans forcément le développer vraiment dans la partie sur les enseignements artistiques. En fait, aujourd'hui, on voit bien que cet enjeu éducatif global dont tu parles, il n'est pas, il n'est pas pensé pour être le même par les décideurs en fonction des territoires où l'on se trouve. C'est-à-dire qu'avec l'exemple que j'ai donné sur l'éducation artistique et culturelle, certains verraient très bien la déscolarisation complète des enseignements artistiques pour déjà faire des économies et pour que ces territoires puissent, en fonction des intervenants éventuels disponibles, des artistes ou des associations, remplacer ces enseignements. Alors, comme tu l'as dit, et il faut bien mettre les choses au clair, il n'y a pas de mépris de notre part, c'est-à-dire que les professeurs sont formés pour être professeurs et pour enseigner en alliant pratique et culture, quels que soient les enseignements. Il y a des intervenants extérieurs et des artistes qui font des choses formidables, qui sont extrêmement profitables aux élèves, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que pour construire une culture commune dans l'école, il faut à un moment se demander qu'est-ce qu'il faut enseigner, pour quels élèves, comment on fait accéder tous ces élèves à ces savoirs et à ces savoir-faire. Et ça, c'est le boulot du prof, en fait. Et effectivement, qu'il peut y avoir une complémentarité extrêmement intéressante avec des artistes ou des intervenants ou des associations qui parfois d'ailleurs viennent déjà dans les classes. Et un travail ensemble avec les professeurs est tout à fait envisageable et déjà pratiqué par beaucoup d'enseignants et d'enseignants du second degré. Et chacun avec finalement ses compétences et sans qu'il y ait transfert de compétences d'un métier à un autre. Ta réponse est claire, c'est pas une question corpo, Tout à fait. c'est vraiment une question d'enjeu, des Exactement. finalités de l'école. Et alors, peut-être, Benoît, si on revient sur la question de la santé, moi, ce qui me frappe quand même, c'est la manière avec laquelle toutes ces éducations A disent souvent très concrètement cette espèce d'opposition complètement sidérante qu'on a vu réapparaître, là, notamment dans les productions de la Convention, sur l'opposition entre pratique et théorie.
C'est-à-dire qu'en fait, on aurait un peu l'idée que, bon, on va juste donner des bons conseils aux enfants, ce qui fait que les questions de la santé, au lieu de les réfléchir sur des enjeux sociétaux de fond, sur des enjeux politiques aussi de fond, bah, par exemple, je veux dire, la question de la sécu, c'est aussi une question de santé, enfin, etc. Mais on pourrait prendre l'exemple de l'environnement aussi, où on va donner aux élèves des bonnes pratiques. Hein, il faut qu'ils ferment le robinet pendant qu'ils se lavent les dents. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, mais sauf qu'on va pas tellement parler des enjeux énergétiques fondamentaux, des rapports nord-sud, etc. Donc, est-ce qu'en fait, dans cette vision pratique qui est quand même un petit peu portée par, si on veut démocratiser, hein, bah, pour les enfants des milieux populaires, il faut faire un peu pratique quand même, parce que sinon ça ne marchera pas. Est-ce qu'il n'y a pas, là encore, un véritable renoncement à l'enjeu émancipateur fondamental de l'école telle que nous on la pense et telle qu'on veut la défendre? Ouais, non, pour revenir sur la question de la santé, uniquement, il y a deux aspects un peu dans cette chose-là. Déjà, on n'est pas contre travailler la santé, contre travailler avec le corps, hein, et ça, faut soit bien clair là-dessus. C'est pas l'objectif premier, c'est ça que je voulais dire. Surtout. Mais l'intérêt que ça a eu les tests de conditions physiques tels qu'ils nous les posent, c'est que ça nous permet, nous, de remettre la question de la motricité au cœur de la pratique physique. Parce que jusqu'alors, ce qui était défendu, c'est plutôt les grandes compétences. Voilà. Vous êtes au lycée maintenant, vous avez vous êtes noté sur des grandes compétences, savoir s'entraîner, papier, savoir construire un projet, papier, et vous avez 12 points là-dessus, et plus que 8 points sur la motricité. Ouais, dans un enseignement pratique et théorique comme le temps, il y a souci, quoi. Il y a un petit problème. Et ça rentre un petit peu dans ce que j'ai cru comprendre. C'est pas évident parce que tu parlais des enjeux économiques sur la suppression, gna. Il y a peut-être quand même une vision idéologique derrière, c'est-à-dire l'objectif premier pour les dirigeants, c'est de dégager une élite, point barre. Parce qu'on se satisfait très bien des résultats PISA qu'on peut avoir depuis des lustres, c'est pas un problème. On dégage notre élite. Tout le reste. Donc les savoirs, eux, c'est toujours les mêmes, peuvent les acquérir à l'extérieur. Et nous, on se centre sur des compétences, de plus en plus des compétences, des compétences. J'ai le sentiment, mais alors ça, je me trompe peut-être, qu'il y a une espèce de revirement où on commence à réinterroger les savoirs, au moins dans ma discipline. Mais alors, c'est très soft, hein, pour l'instant. Mais cette dichotomie, entre guillemets, entre savoir et compétence, en dissociant la compétence du savoir, parce que c'est un peu ça qui se passe, ça a posé problème, mais on le voit bien au lycée professionnel, notamment. Voilà, ça pose problème, et ça rejoint la dichotomie pratique-théorie. Tu insistes sur le fait, à nouveau, des enjeux qui sont des enjeux politiques et idéologiques derrière les choix qui sont faits. Complètement. Si on revient à la disjonction du temps de l'élève et du temps de travail de l'enseignant, du temps d'étude de l'élève en classe et du temps de travail de l'enseignant. Mais je voudrais qu'on y revienne sur une focale particulière. Plusieurs fois ont été évoquées les questions de l'individualisation des parcours de l'élève. C'est-à-dire qu'on voit bien comment ces propositions de réorganisation du temps pourraient en fait fabriquer des trucs à la carte. Et on imagine bien évidemment comment les différences sociales impacteront de manière forte ces choix à la carte. Mais est-ce que dans l'enjeu de vouloir disjoindre le temps de l'enseignant et le temps de l'élève, est-ce qu'en fait l'enjeu fondamental, c'est justement pas cette redynamisation du collectif? C'est-à-dire ce fait qu'en fait on permet grâce à ça de sortir d'un modèle étroit un enseignant face à sa classe, donc un temps d'enseignant qui correspond en gros en temps de classe, pour rentrer dans une dynamique beaucoup plus collective, dans une dynamique d'équipe, celle par exemple des plus de maîtres que de classe, et que par voie de conséquence, ça entraîne justement une conception de l'enseignement qui n'est plus celle de vouloir produire de l'itinéraire individualisé. Tout à fait, tout à fait. Le manque de collectif, le manque de... Alors derrière collectif, il y a plusieurs choses, mais en tout cas, c'est quelque chose qui revient. Les collègues déplorent ce manque de collectif. Le collectif, il se crée, ça peut se créer de plusieurs façons. Quand on collabore, quand on fait classe, enfin du co-enseignement avec quelqu'un enfin un collègue a plus de maîtres que de classe, il y a donc un partenariat, une collaboration avec un collègue particulière sur une même classe. Et puis le collectif, il se crée aussi quand, si on imagine donc ces heures dégagées du temps élève pour faire du temps collectif, pour faire des projets ensemble, pour faire des projets de cycle, pour faire des projets,
pour construire des projets effectivement qui réunissent l'équipe ou une partie de l'équipe, oui, l'idée c'est de recréer du collectif. Effectivement, on est trop dans une gestion individualiste de la classe, de l'élève parce qu'il y a des projets, mais aussi de la classe. On ferme sa porte et on fait sa classe. Quand l'heure arrive, on s'en va. Et la difficulté du métier incite aussi à être dans cette spirale-là. Donc oui, tout à fait, cette déconnexion est une invitation au collectif. Et on le voit particulièrement, on le constate particulièrement quand on discute de ce sujet avec nos collègues. Et quand on les réunit pour des stages d'information syndicale ou pour des réunions d'information syndicale, on voit bien que ce temps collectif de retour sur le métier aussi, hein, je parle de faire des projets, mais ça peut être tout simplement aussi revenir sur des situations de travail, réfléchir à des situations avec les élèves, comment est-ce que collectivement on va traiter une ou plusieurs situations. Eh bien, ces discussions-là, qui devraient normalement avoir lieu dans les salles des maîtres et maîtresses, elles ont lieu quand on les réunit, ces collègues, hein. Et on voit bien que ce sont des espaces d'échange dont ils et elles ont besoin pour elles-mêmes, mais aussi pour créer du collectif. Bon, on approche de la fin, donc je vous propose encore une petite question. L'externalisation dont on a parlé plusieurs fois, dans les risques que ça pose par rapport vraiment aux apprentissages, aux questions d'apprentissage. Mais est-ce qu'aussi elle ne présente pas un autre risque majeur, qui est cette fois-ci de nature idéologique, c'est-à-dire qu'on fait rentrer dans la sphère scolaire, on fait rentrer des intervenants sur lesquels on sait très bien qu'on aura très peu de garanties sur les raisons fondamentales pour lesquelles ils viennent là, et est-ce qu'en fait, on n'a pas aussi à se préserver de l'entrisme qui pourrait être ainsi agi par des groupes de nature très diverses, mais dans une société qui est parfois obsédée par le risque sécuritaire, qui est obsédée par des menaces de tous ordres, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de totalement paradoxal que de vouloir se priver de ce que quand même l'école sait à peu près bien faire, c'est-à-dire disposer d'un système de contrôle des contenus au travers des programmes, au travers ensuite de son organisation institutionnelle, qui est quand même une garantie pour les familles par rapport à des dérives idéologiques. Il y a un lycée qui, dans la ville où je me trouvais, et qui est pas loin de mes contrées natales, pour tout dire, dans lequel les enseignantes ont identifié que quelqu'un que la ville payait pour intervenir et faire des soi-disant compétences psychosociales sur le temps pour remotiver les élèves, leur donner confiance, en fait, était très proche du temple solaire, enfin de choses. Et donc, est-ce que, presque Paul, je reformulerai ta question, parce que finalement tu le disais, est-ce que on ne risque pas un manque de contrôle? Ce risque existe, mais il y a le risque inverse. C'est que des collectivités et des financeurs qui ont des intentions de diffusion idéologique de choses suspectes s'emparent de cette faille. Et donc, c'est pas seulement du manque de contrôle, c'est un risque que des gens soient proactifs sur le secteur, quoi. Voilà. Alors peut-être on peut laisser répondre, mais après peut-être j'aimerais bien, si tu veux bien, qu'on revienne sur reconquérir du temps, mais pourquoi faire, au fond? Voilà. Est-ce que sur la question du risque idéologique, d'autres interventions? Moi, j'ai envie de dire que je parlais des RASED tout à l'heure, faire en sorte que les RASED soient reconstitués, et faire en sorte que tous les postes du spécialisé soient effectivement occupés par des collègues, par des enseignants et enseignantes qui ont passé le concours de l'éducation nationale. Déjà, ça permettrait de répondre à certaines demandes, à certains besoins des élèves et ne pas effectivement systématiquement voir aller chercher à l'extérieur. Recourir au marchand. Voilà. Il faut vraiment que le ministère de l'Éducation nationale prenne en charge un certain nombre de questions qui sont les siennes et sans avoir à faire l'autruche et à regarder où prendre les ressources à l'extérieur. Ou en tout cas, orienter les familles vers l'extérieur. Une remarque sur cette question du risque idéologique. Moi, je pense immédiatement à l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle et à la sexualité, pardon, qui porte vraiment de grands risques, puisqu'on sait qu'il y a des associations aujourd'hui qui sont en train de faire le forcing pour revoir un peu les contenus et faire en sorte que les séances prévues ne soient pas dispensées avec les contenus prévus. Donc, effectivement, oui, il y a un risque avec certaines associations qui peuvent venir faire de l'emprise. Et là, évidemment, on voit bien que le risque, il est du côté
de ceux qui ont des visions ultra réactionnaires sur le sujet. Il y a un risque, mais en même temps, je pense qu'il faut gérer la tension entre une école qui se peut enfermer sur elle-même et une école qui s'ouvre vers l'extérieur. Tout à fait. Et pour moi, c'est un avis très personnel, l'ouverture vers l'extérieur, elle doit se faire sur la base de projets des enseignants qui va chercher vers l'extérieur un besoin particulier. Voilà. Moi, quand je vois des éducations à type EduQuI où la Banque de France vient faire des cours aux élèves, moi, non, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Donc, il y a cette gestion quand même, Oui, puis c'est pas à la place des profs, c'est avec les profs. C'est ça. même sur la base des profs. Ouais. D'un Il projet. y a un projet construit, là. Là, oui, tu peux faire rentrer du monde. Et là, effectivement, tu vas rechercher la personne qui convient pour faire parce que les impositions extérieures, soit par des collectivités, soit par même l'État, des fois, les gens qui viennent, tu découvres après que c'était monstrueux. C'est pas possible. Faut arrêter ça. Alors revenons sur la question des enjeux fondamentaux. Pourquoi on a trouvé que c'était important de refaire partir un travail de réflexion sur cette dimension de la reconquête du temps scolaire, donc qu'on a posé bien dans sa finalité pour apprendre. Mais en fait, pourquoi? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste parce qu'on a un vague sentiment d'une importance des choses, ou est-ce que c'est parce que réellement il y a pour nous des enjeux sur les finalités de l'école, sur les finalités politiques de l'école, qui sont absolument à maintenir au travers de cette volonté de reconquête du temps scolaire. Que les élèves aient plus de temps pour apprendre qu'ils n'en ont aujourd'hui, c'est nécessaire pour tout ce qu'on a dit, lutter contre les inégalités, transmettre une culture commune, être moins sous pression du chronomètre, toutes ces choses-là. Mais il me semble qu'il y en a une encore plus importante, c'est refaire de l'école un lieu où on conquiert du pouvoir. Parce que je trouve que avec toutes les réformes qui ont été faites, sous la pression du temps, ce qui est en train de se produire, c'est que c'est pas qu'on abandonne les élèves de milieu populaire au sens où on leur proposerait rien. C'est que c'est, selon l'origine sociale, le pari est fait par les décideurs que tel et tel, ça prendra trop de temps, donc trop d'argent pour les faire apprendre, ils vont redoubler, ça va durer longtemps, etc. Donc c'est à chacun ses objectifs selon l'image sociale qu'on a d'eux. Et du coup, c'est tirer le niveau, en jargonnant, moi j'ai tendance à dire dans le milieu de la recherche que c'est un dénivellement des exigences selon les profils sociaux des élèves. Et c'est quand même ce à quoi on insiste, c'est que plus les élèves sont d'origine populaire, plus ce qui leur est donné, c'est des tâches d'exécution pour parvenir à un résultat dans une situation standardisée où on ne se pose pas de questions, on exécute. Et ce qui s'est dit à la Convention citoyenne témoigne un peu de ça. C'est-à-dire qu'il faut faire des choses utiles, remplir une feuille d'impôt. Alors que les gens sachent remplir une feuille d'impôt, personne ne se raconte. Mais pourquoi on n'interroge pas à quoi sert l'impôt? La justice du prélèvement et de la redistribution. Et il me semble que ce qui nous guette, c'est que la pression sur le temps impose sans discussion une finalité de l'éducation, c'est apprendre à faire et non pas conquérir du savoir du pouvoir de penser, du pouvoir de réflexion grâce au savoir. Et pas que des compétences en action, c'est du faire en lien avec de la compréhension et des savoirs, mais aussi du pouvoir sur soi, sur son corps, en éducation physique, mais parce que c'est pas que être performant dans une situation, c'est. Il y a un très beau texte de Jacques Beauvais qui dit l'école doit arrêter de répondre aux besoins de l'enfant, parce que les besoins de l'enfant, c'est ce que la famille a créé. L'école, elle doit créer de nouveaux besoins. Et parmi ces besoins, il y a la capacité à prendre du pouvoir sur soi et sur le monde, parce qu'on le comprend mieux, on peut mieux agir dedans. Et quand même, c'est ce que ces réformes qui amènent à être des exécutants en tant qu'enseignants ou des exécutants en tant qu'élèves enlèvent, c'est le pouvoir, quoi. C'est une question politique, mais je crois qu'elle mérite d'être posée. Et donc, on vous remercie d'avoir participé ce soir. Vous pouvez aller voir sur le site de Gabriel Péri, il y a d'autres temps sur cette thématique-là qui ont déjà eu lieu et que vous pouvez donc regarder parce qu'ils ont été enregistrés. Mais il y en a d'autres temps à venir. Ce webinaire de ce soir, il est enregistré aussi, donc vous pourrez en tout cas, le recommander à ceux de vos connaissances qui n'étaient pas ce soir, qui n'ont pas pu être là ce soir. Et puis, vous l'avez compris, ce qui est notre volonté,
en affirmant cette reconquête du temps scolaire pour apprendre, c'est parce qu'on veut vraiment que l'école, ça soit le lieu où, comme l'a dit Stéphane à l'instant, soit le lieu où on apprend à se saisir du pouvoir, où on apprend à être capable de développer, de conquérir une capacité de pouvoir sur soi-même et sur le monde. Et pour faire ça, il faut beaucoup de temps, parce que pour faire ça, il faut des connaissances, il faut être capable d'un jugement critique, il faut avoir un certain nombre d'expériences sociales et culturelles. Tout ça, ça prend du temps. Et donc, une école qui prépare des citoyens à un exercice libre, réfléchi, raisonné, mais déterminé de leur pouvoir dans leur société, eh bien, c'est une école qui a besoin de temps, et c'est à cela que nous souhaitons, pour cela que nous souhaitons donc faire cet appel à la reconquête d'un temps scolaire. Merci de votre attention et à une prochaine fois.